Quant à la résine de cannabis, provenant principalement du Maroc, sa culture se veut l'outil d'une certaine paix sociale, confirmant la relation d'ailleurs désormais beaucoup plus symbiotique que parasitaire du crime organisé. Il ne s'agit pas au Maroc d'éradiquer le négoce du hashish, mais tout au plus de le ramener à un seuil de nuisance jugé acceptable, tout en s'efforçant, bien entendu, de développer des cultures alternatives. Et d'ailleurs, de la capacité à offrir de nouveaux moyens de subsistance durable aux 100 000 familles qui vivent au Maroc du commerce de cannabis dépendra l'efficacité de ces mesures. L'économie cannabique permet aujourd'hui de fixer une population qui, faute d'autres perspectives, pourrait être plus fortement tentée de migrer clandestinement en Europe. Autrement dit, la résine marocaine, en permettant l'achat d'une certaine paix civile, assure la stabilité politique d'un royaume, par ailleurs perçu comme garant d'un islam modéré aux portes de l'Europe. Pièces automobiles, médicaments, agroalimentaires récemment, l'économie de la contrefaçon, elle touche de nombreux secteurs et elle s'étend au fur et à mesure du développement de l'activité économique. Une des grandes évolutions majeures des prochaines années, et je crois qu'on s'en rend peu nécessairement compte d'ailleurs au niveau national et même au niveau local, c'est tout ce qui concerne la contrefaçon. Le marché de la contrefaçon aujourd'hui n'a jamais connu une telle augmentation. Son chiffre d'affaires, parfois estimé, parfois sous-estimé, à hauteur de 500 milliards d'euros par an, représenterait à lui seul près de 7 à 10% du commerce mondial. Mondialisé, industrialisé et criminalisé, ce commerce illicite devient une des principales menaces criminelles du XXIe siècle. La contrefaçon, d'ailleurs, fournit des millions d'emplois et nourrit une croissance économique dans certaines régions du monde, notamment en Chine, mais aussi en Italie, en Turquie, au Portugal ou en Amérique du Sud. Passé à un stade industriel, la contrefaçon permet d'amorcer le processus du blanchiment des liquidités issues d'autres trafics en sollicitant des capitaux très lourds pour l'achat de machines-outils, la construction d'usines sophistiquées dans des zones où la main-d'œuvre est abondante et parfois bon marché. À l'autre bout de la chaîne, ce commerce coûterait chaque année 200 000 emplois en France et près de 200 000 emplois en Europe, et 30 000 en France. Loin de ne concerner que le domaine du luxe, image d'Épinal du faux sac que l'on ramène de la frontière italienne, la contrefaçon touche désormais aujourd'hui, dans des proportions croissantes, des biens de consommation courante, produits agroalimentaires, pièces détachées, médicaments, jouets, cigarettes, produits cosmétiques. Et de nombreux décès de par le monde rappellent l'évidence de cette menace en termes de sécurité et surtout de santé publique. Par ailleurs, outre la stricte incidence économique et fiscale, l'industrie de la contrefaçon, en pénalisant les marques, minore leur capacité d'investissement, de recherche et de développement dans une économie de la connaissance où la course à l'innovation est pourtant le principal moteur de croissance et d'emploi. Sa forte rentabilité, pour un risque pénal assez faible, achève de faire du commerce des contrefaçons un vecteur criminel particulièrement attractif et à ce titre notamment investi par les grands acteurs du crime organisé, notamment les mafias. Sans surprise d'ailleurs, l'action policière et judiciaire relève régulièrement l'implication des groupes criminels d'origine asiatique, dont les mafias japonaises, les yakuza ou les chinoises, les triades, de la mafia italienne comme la Camorra. Les choses devraient encore empirer rapidement. Chacun devine la nature préoccupante de l'actuelle situation mondiale, faite de populations en souffrance, confrontées, et on l'a encore vu récemment, à l'augmentation du prix des ressources agricoles au sud et d'une économie menacée au nord par la crise bancaire. Cette donne internationale, cette situation internationale est appelée à créer une recherche massive en fait, de produits low cost, propices au développement de la contrefaçon. En résumé, il faut bien se nourrir, il faut se vêtir, il faut se véhiculer et se soigner. Et donc la contrefaçon de produits de consommation courante devrait prochainement connaître de nouveaux records, tant au nord qu'au sud. Les liens entre le crime organisé et l'immigration clandestine sont avérés. La prise d'assaut, là aussi, qui n'est pas si lointaine que ça, des grillages de Ceuta et Melilla en 2005, a rappelé l'acuité de l'immigration clandestine à destination de l'Europe. De 500 000 à 1 million de personnes, mues par l'aspiration d'une vie meilleure, pénétreraient chaque année clandestinement sur le territoire communautaire ou deviennent éventuellement illégaux à l'expiration de leur visa. Ils viennent ainsi grossir les rangs des quelques 8 millions de clandestins vivant sur le sol européen. Illégaux,
ils ne peuvent normalement prétendre à travailler légalement. Ils utilisent donc de faux papiers, ou ceux de personnes en règle, ou assurent leur subsistance au sein des circuits de l'économie souterraine, dans les secteurs en tension, notamment comme le bâtiment ou la confection. Les choses vont cependant plus loin. Plus la pression migratoire s'accroît et plus les frontières se ferment, plus elles se ferment et plus le crime organisé, intermédiaire obligé, en tire profit. Puisque le marché est juteux, l'offre criminelle se diversifie à mesure qu'elle s'accroît, bref, elle se professionnalise. En fait, comme dans tous les domaines, le crime organisé, mu par la perspective de gains financiers rapides, et notamment en jouant les intermédiaires pour faire passer les immigrés clandestins sur le sol européen, œuvre activement non seulement à l'organisation des filières d'émigration, mais aussi au recrutement actif des migrants. Et donc l'appétence criminelle pour l'immigration clandestine devrait donc s'intensifier, offrant toujours plus de clients et de lampistes aux acteurs de ce trafic. Alors on se souvient au mois de juillet 2006 de ce bateau qui était arrivé à Abidjan en déchargeant une cargaison toxique où il y avait eu 17 morts. C'est un domaine, l'environnement, qui est également investi par le crime organisé et pas seulement sur les trafics de déchets. En fait, la criminalité, au même titre d'ailleurs que la contrefaçon, mais la criminalité environnementale, aujourd'hui, est une des deux principales menaces qui est aussi peu vue par les institutions. Elle concerne d'ailleurs aussi bien le dépôt illégal de déchets, la contrebande d'espèces protégées ou de substances appauvrissant la couche d'ozone, que surtout l'exploitation illicite de ressources naturelles. Et si cette contrebande de ressources a toujours existé, elle revêt là aussi, dans le sillage de la mondialisation, un caractère géopolitique affirmé. Objet de toutes les convoitises, les ressources naturelles d'hier et d'aujourd'hui, les diamants, le pétrole, l'or, le cuivre, le bois, nourrissent des enjeux politiques évidents, notamment sur le continent africain, délaissé depuis la fin de la guerre froide par les anciennes puissances coloniales. Si on superpose la carte des ressources minières africaines sur celle des guerres civiles ayant émalé le continent noir, on relève de curieuses similitudes, témoignant des connexions à l'œuvre entre richesses naturelles et conflits armés. Autrement dit, une telle manne constitue souvent un facteur de déstabilisation à l'origine des guerres civiles et des conflits locaux. En clair, les ressources naturelles deviennent des enjeux de conquête ou nourrissent une mauvaise gouvernante, avec le clientélisme et la corruption qui va avec, suscitant des révoltes armées. Loin de financer le développement local, la privatisation du commerce de ressources naturelles par le crime organisé se traduit par des ventes en général en deçà des cours mondiaux, au profit d'un achat d'armes permettant aux potentats locaux d'assurer le contrôle des gisements. Pillage des ressources naturelles et guerres civiles s'entretiennent donc mutuellement, s'inscrivent dans la durée et nourrissent une dynamique qui va accélérer les dysfonctionnements des États. Et ces conflits donc tendent par contagion à déstabiliser des régions entières, illustrant une portée géopolitique indéniable. Le point d'orgue, d'ailleurs vous avez déjà utilisé plusieurs fois le mot, c'est toute cette économie du blanchiment qui permet de réinjecter des sommes considérables dans l'économie licite. Oui, le blanchiment consiste à masquer l'origine illicite des fonds issus des trafics en tout genre, afin de permettre aux criminels, bien entendu, d'en user tout à fait légalement après injection dans l'économie légale. Et les produits issus du blanchiment produiront également de nouveaux bénéfices, le plus souvent d'ailleurs dans l'immobilier ou dans le tourisme, mais également sur les marchés financiers, contribuant ainsi petit à petit, progressivement, à criminaliser la sphère licite et à influencer le pouvoir politique, devenu aussi otage d'une économie alimentée par une part croissante de capitaux douteux. En matière de trafic illicite, dès les premiers gains amassés, au niveau local, au niveau national, au niveau international, tout commence et tout s'achève par une opération de blanchiment. D'ailleurs, il s'agit d'une opération d'une nécessité physique, puisqu'une valise contenant $1 million en coupure de 20 pèse déjà 50 kilos. Et donc les criminels se retrouvent très rapidement embarrassés par un amas de cash et d'espèces. 50 000, 2000 milliards de dollars, ou plus encore, l'estimation de la valeur des actifs criminels blanchis injectés dans l'économie mondiale est devenue aujourd'hui très difficilement évaluable. Personne n'en a la capacité, notamment puisque les sommes en question dégagent chaque année des intérêts s'ajoutant au total de la somme blanchie. Si l'ampleur des capitaux issus du blanchiment est inconnue, les conséquences financières, elles, sont sans surprise. Au niveau microéconomique, l'argent intégré dans la comptabilité des sociétés sous influence criminelle déstabilise la libre concurrence. Ainsi subventionnées par des capitaux illicites, ces entreprises peuvent vendre des produits et services
à des prix inférieurs à ceux du marché. Les entreprises légitimes perdent ainsi des parts de marché. Ce faisant, les sociétés criminelles tendent à la création de monopoles, leur permettant ensuite de minorer la qualité des produits tout en accroissant le prix de vente. Au niveau macroéconomique, le blanchiment pèse sur le fonctionnement licite des circuits financiers et donc sur l'économie mondiale. Il exerce ainsi une influence directe sur le taux de change. Nous sommes probablement à l'aube d'une ère nouvelle où l'économie des flux illicites, devenue une force de marché, irradie d'autant plus fortement le champ politique qu'elle emporte des enjeux géostratégiques évidents. La frontière est ainsi devenue une protection pour les criminels et un obstacle pour le policier et pour le juge. C'est dans ce contexte d'une criminalité mondialisée, d'ailleurs, que le projet européen de création d'un espace commun de sécurité et de justice prend tout son sens. Alors là, on a dressé le tableau mondial. On va en venir à la France. Et nous sommes parfois très loin de cette analyse macroéconomique du crime. Le quotidien qui appelle le plus souvent notre attention sur des faits divers qui émaillent la presse, où ce sont les éruptions sporadiques de certains de nos territoires urbains. Alors, qu'est-ce que vous observez ? Alors, on est effectivement très loin du niveau local ou même du niveau national quand on parle de mondialisation du crime, mais il faut bien voir que cette mondialisation du crime, cette globalisation des marchés criminels impacte au jour le jour le quotidien. Elle a pénétré par capillarité. Pénètre et il y a une interconnexion de plus en plus importante aujourd'hui entre cette criminalité organisée et internationale et ce que l'on peut connaître dans un département, voire même parfois dans certains quartiers. Donc si on regarde aujourd'hui ce qu'on appelle la délinquance, et ce qui est d'ailleurs, du point de vue de l'Observatoire national de la délinquance, à tort appréhendé comme un tout, alors que le crime doit au contraire, et je crois en avoir fait l'illustration, faire l'objet d'analyses complexes. Que peut-on dire ? Alors, je ne vous assommerai pas de chiffres, mais il n'est pas inutile de rappeler certaines tendances. Vous ne m'entendrez pas parler de délinquance générale, puisque pour nous, à l'Observatoire national de la délinquance, ce concept n'existe pas. Les faits de délinquance sont trop hétérogènes dans leur gravité, dans leur mode de constatation, comme mélanger des faits avec des victimes ou ceux dépendant de l'activité proactive des services de police, comme le trafic de stupéfiants ou la lutte contre l'immigration irrégulière, ou encore dans la fiabilité de leur mode d'enregistrement, pour pouvoir conclure en fait qu'il existerait un chiffre unique, un indicateur unique, un chiffre magique qui, à lui seul, pourrait résumer la complexité du crime et des phénomènes criminels que l'on connaît. C'est pourquoi nous analyserons toujours les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie nationale à travers plusieurs indicateurs. Depuis 1996, date à laquelle commencent les analyses de l'Observatoire, les atteintes aux biens enregistrées par les services de police et les unités de gendarmerie n'ont jamais atteint un niveau aussi faible. Depuis le début de la baisse de ces atteintes aux biens, qui a commencé en 2002, il s'agit d'une évolution de fond qui a profondément bouleversé l'ordre de grandeur du nombre d'atteintes aux biens enregistrées. Alors qu'il dépassait le seuil des 3 millions de faits constatés début 2003, il est inférieur aujourd'hui à 2,2 millions sur les 12 derniers mois de l'année. Il s'agit donc d'un taux aujourd'hui, d'un taux de faits constatés d'atteintes aux biens pour 1000 habitants, les plus faibles depuis 1996. Toutes les catégories d'atteintes aux biens ont connu cette tendance à la baisse, que ce soit les dégradations, que ce soit les vols sans violence ou que ce soit les vols avec violence. Si, il est clair, ce sont principalement les vols sans violence qui affichent les plus fortes baisses, il n'en reste pas moins que même les vols avec violence, malgré la légère reprise de l'an dernier, ont connu une diminution de près de 17% depuis leur plus haut en 2002. Les atteintes volontaires à l'intégrité physique, les violences aux personnes, qui représentent seulement, entre guillemets, 12% des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, affichent, eux, une hausse régulière depuis 1996. Composées des vols avec violence, des violences physiques non crapuleuses, que les médias ont pour habitude d'appeler les violences gratuites, même s'il n'existe toutes les violences, même si la justification peut nous apparaître banale, ont toujours une motivation, les violences sexuelles ou les menaces, ce sont principalement les violences physiques non crapuleuses qui contribuent à cette hausse.